Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Mardi de la Mémoire. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Delorme, historien, auteur de nombreux ouvrages avec qui nous allons parler d'une enquête assez particulière, une enquête généalogique aux sources des ancêtres, des origines de Léon XIV, un livre que vous publiez chez France Empire et qui s'intitule Léon XIV de toutes les nations. J'ai beaucoup aimé votre titre parce que évidemment il fait référence à une espèce de référence biblique, évangélique, de toutes les nations. Voilà. Allez, faites des disciples. Exactement, fête des disciples. Voilà. Et là, on a non pas le disciple des disciples, l'apôtre des apôtres, le successeur de l'apôtre des apôtres, qui vient précisément, un peu comme nous tous d'ailleurs, mais lui, il a de la chance d'avoir des généalogistes et des historiens qui se penchent sur ses ascendances. Avant Philippe Delorme, je voulais qu'on évoque peut-être ensemble votre précédent ouvrage que j'ai beaucoup Oui, apprécié, mais pour lequel j'ai beau avoir 52 émissions, ça passe vite, je ne vous ai pas invité, je vous en demande pardon. je vous en prie. Couronne, les symboles de notre histoire aux éditions d'Hervy. C'est un petit ouvrage qu'on peut emporter partout avec soi, selon peut-être les musées où on va se rendre, et qui nous raconte brièvement, mais de façon très exhaustive, avec une iconographie très intéressante, l'histoire des couronnes des monarchies. Oui. Est-ce que vous pouvez le présenter à nos auditeurs? Oui, alors en fait c'est une petite série qui vient de commencer de petits livres, de beaux livres, puisque finalement maintenant je pense que les gens soit achètent des livres de poche, ou alors s'ils veulent un livre un peu plus beau, et on fait un peu plus d'efforts maintenant sur la couverture, sur la qualité du papier. Et donc c'est un petit livre un peu bijou effectivement, qui peut se mettre dans la poche, mais qui est très très bien fait, et donc qui est d'une série sur les grands symboles de l'histoire. Donc là, c'est les couronnes, mais il y a d'autres livres qui sont parus en même temps. Il y avait le Graal, la fleur de lys, et puis le dernier, c'était Marianne, donc le symbole de la République. Donc vous voyez, c'est très éclectique. Et donc les couronnes, oui, ouais, bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, plutôt même les personnes qui sont sous les couronnes, généralement. Enfin, disons que les objets eux-mêmes ont une histoire intéressante, parce que la couronne est vraiment depuis la plus haute antiquité, je dirais même peut-être depuis la préhistoire, le symbole à la fois du courage, de l'élection, de la force, du pouvoir, etc. Alors on peut imaginer qu'au départ, on avait des couronnes de fleurs, ou des couronnes de branchages. On voit ça dans l'Antiquité grecque pour par exemple, les héros, enfin, ou les sportifs qui recevaient à Olympie une couronne de laurier, pour exalter leurs exploits. Et puis, petit à petit, effectivement, au cours de l'histoire, la couronne est devenue vraiment ce symbole riche et, et précieux du pouvoir. Alors, à travers le christianisme aussi, puisque le christianisme, au départ, euh, était plutôt anti-couronne, je dirais, dans la mesure où c'était un symbole païen. On plaçait des couronnes sur les autels des dieux. Et puis ensuite, il y a eu les martyrs, et donc la couronne, et puis la couronne du Christ, la couronne d'épines, qui est une couronne de dérision en quelque sorte. Et bien la couronne est devenue aussi un symbole chrétien, et les rois chrétiens se sont donc depuis lors voilà, coiffés de couronnes. Alors on a dans toutes les, effectivement, dans tous les pays d'Europe, de magnifiques couronnes, et ce petit livre nous en montre un certain nombre, aussi bien en Angleterre, qui ont les plus belles, bien sûr, mais aussi au Danemark. On ne sait pas très bien, on ne le sait pas bien, mais il y a beaucoup de très belles couronnes au Danemark. Et puis en France aussi, encore quelques-unes, celles qui n'ont pas été démontées ou détruites.
Oui, par bien les sûr. Alors, révolutions. Voilà. justement, ce qui m'a frappé récemment, parce que j'étais allée voir les nouvelles salles des arts décoratifs du Louvre, hein, qui n'est pas le musée Oui. des arts décoratifs, mais les salles. Et quand on fait l'itinéraire, on passe à la fin par tous les Mhm. trésors de la monarchie Oui. française. D'abord, j'ai été très étonnée de voir combien on en conservait encore, malgré Oui. les destructions révolutionnaires, les saisies, etc. Et on conserve deux couronnes, la couronne dite de Charlemagne, de Napoléon Mhm. Ier, et puis la couronne de Louis XV, qui sont Voilà. des joyaux conservés donc au Louvre. Oui, oui, et il y a aussi la petite couronne de l'impératrice Eugénie, je Ah crois, oui, qui a été conservée et qui oui, a oui, été vous avez rendue, en raison. fait, voilà, qui a été offerte une descendante, enfin une descendante des Bonaparte qui l'a rendue au Louvre dans les années, enfin, il y a quelques dizaines d'années. Donc, mais c'est vrai que, en fait, même sous l'Ancien Régime, on avait tendance à démonter les couronnes quand même à chaque règne. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en Angleterre encore. Hein. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, lorsque Charles III a été couronné, on s'est demandé quelle couronne porterait la reine Camilla, et donc on a démonté une couronne, enfin on a utilisé d'anciennes couronnes. Enfin, donc c'était assez habituel de reprendre des pierres, de les remonter sur une autre monture. Oui, bah c'était vivant, Euh, hein. C'est-à-dire que le voilà. problème, c'est Voilà. que nous, notre monarchie, elle est réduite au rang du musée. Et encore, tant mieux, parce que Absolument. Oui, oui, on se c'est vrai. rappelle quand même qu'on s'est permis, alors qu'on célèbre actuellement au musée de Saint-Cloud Marie-Antoinette, qu'il va y avoir une grande Mhm. exposition également au Victoria et Albert Museum à Londres sur Marie-Antoinette. On s'est quand même permis de la mettre en scène tenant sa tête sanguinolente Oui, oui, ça lors de la c'était. cérémonie des Jeux Olympiques Oui. de Ouais, Paris, ce ça a été qui une succession de scandale, de mais tableaux à la fois celui-ci, grotesques et voilà. scandaleux. Oui. Oui. Ouais. Donc Enfin, c'est nous, vrai que. la monarchie est au rang du musée, mais quand elle est vivante, on peut évidemment et on doit, pour encourager la création, le renouvellement et Mhm. montrer Bien sûr. l'éternité et la perpétuité des symboles monarchiques, on se doit effectivement de renouveler même les couronnes. Oui, on a la couronne, je ne sais pas si vous vous souvenez de la couronne du prince Charles lorsqu'il était devenu prince de Galles, je crois que c'est en 1969. Il avait fait une couronne qui ressemblait un peu à quelque chose un peu une couronne de science-fiction, enfin, Hmm. donc qui était très à la mode des années 60. Ça avait été un essai de modernisation de couronne. Bon, on n'en a pas refait beaucoup de ce genre-là depuis, mais enfin, ça avait été très, très remarqué à l'époque, oui. Mm. Donc, chers auditeurs, ce petit livre, Philippe Delorme, Couronne, les symboles de notre histoire, aux éditions d'Hervy, avec, comme je l'ai dit, une très jolie iconographie. Vous pouvez tout simplement tourner les pages qui sont à la fin et qui vous représentent en un court résumé, plus une photo, toutes les couronnes des grandes monarchies présentes et passées. Et puis, tout cela est précédé d'un texte plus historique qui remet eh bien justement à sa place l'histoire des couronnes et des couronnements. Et on apprend qu'aujourd'hui, même s'il subsiste encore une dizaine de monarchies en Europe, eh bien, il n'y a que le Royaume-Uni qui a conservé la tradition du couronnement avec son aspect religieux, alors qu'aucune autre monarchie qui possède quand même des couronnes n'a Mhm. un couronnement. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ils ont gardé vraiment ce sacre qui ressemble beaucoup finalement au sacre des rois de France, hein, d'ailleurs, parce que c'était assez une imitation du sacre français à l'origine. Et donc, effectivement, on retrouve un peu ce qu'était la cérémonie de Reims dans celle de Westminster Oui, bien au sûr, moment du couronnement des rois. le château de Versailles qui avait consacré il y a peu une exposition qui rappelait le sacre de Louis XV, Mhm. puis eh bien avait montré de façon très intéressante une forme. Il y avait une forme de compétition entre les Oui, couronnements. oui. Le sacre de Louis XV suit presque immédiatement le couronnement d'un roi Mhm. d'Angleterre, hein, et on veut faire mieux et on veut se Mhm. distinguer et on s'épie et on regarde les décors
décors, les symboles, le déroulement. Enfin, il y a évidemment toute Oui, les une... Anglais avaient même découvert, entre guillemets, une sainte C'est ampoule, ça. enfin, un saint crème de Saint Thomas Becket qui était censé avoir les mêmes pouvoirs thaumaturgiques que le saint crème de Reims. Donc oui, il y avait vraiment une imitation, une compétition entre les deux pays. Oui. Mm. Alors Philippe Delorme, en transition avec notre sujet futur, consacré donc au pape Léon XIV, Oui. pardon, et ses ascendants, il y a un événement qui ne va pas être un couronnement ou un sacre, mais qui va être un événement important dans le monde des monarchies, c'est ce qui va se produire le week-end prochain au Grand-Duché de Luxembourg, où Oui. le grand-duc, grand-duc qui est le grand-duc Henri de Luxembourg, va Mhm. abdiquer et son fils Guillaume va devenir le grand-duc, ainsi que son épouse Stéphanie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire un peu qu'est-ce que c'est que ce Grand-Duché du Luxembourg, à quoi ça Bah, écoutez, correspond? oui, voilà, ça fait partie des 10 pays qui sont encore en monarchie en Europe. Et bon, c'est une histoire assez complexe parce qu'il est passé sous différentes souverainetés au cours des siècles. On se souvient que pendant la Révolution, c'était un département français qui s'appelait le département des Forêts. Et donc après la chute de Napoléon, en fait, le Luxembourg avait été annexé en quelque sorte, en tout cas avec le même souverain que les Pays-Bas, donc Guillaume Ier de Nassau. Et lorsqu'en 1890 les Pays-Bas ont pris ont eu une reine puisque Guillaume III mourut en 1890 et sa fille unique Wilhelmine qui est devenue reine des Pays-Bas, eh bien le Luxembourg en a profité pour récupérer son indépendance en disant que lui suivait la loi salique et donc il a donné la couronne de Luxembourg est arrivée à une branche des Nassau-Weilbourg, donc une branche cadette de la famille avec la personne d'Adolphe, donc de Nassau-Weilbourg, qui est l'ancêtre de la dynastie actuelle. Donc depuis ce temps-là, cette dynastie s'est succédée. D'ailleurs, ce qui est amusant, a aboli très rapidement la loi salique aussi, puisqu'on a eu au XXe siècle deux grandes duchesses régnantes, Marie-Adélaïde et puis Charlotte. Et puis donc ensuite, le grand, euh, le grand duc du XXe siècle, qui était le grand duc Jean, donc qui avait fait la guerre de 39-45, puisque le Luxembourg avait été occupé par l'Allemagne. Lui s'était réfugié avec sa famille en Angleterre. Il est arrivé sous l'uniforme anglais pour libérer le Luxembourg au moment de la libération. Donc lui a régné Jean a régné jusqu'en 2000. Et en 2000, il avait donc, selon cette habitude maintenant qui est assez courante dans les monarchies européennes, d'abdiquer avant d'être très très âgé. Hein, ça, on l'a vu en Espagne, on l'a vu au Danemark, on l'a vu en Belgique, etc. Donc, eh bien, il a abdiqué en 2000 en faveur de son fils Henri, qui donc était prince, était grand-duc depuis 25 ans et il passe à son tour la main à son fils. Mhm. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces grands-ducs de Luxembourg sont en fait des Bourbons, hein, donc qui sont de la famille qui a régné en France, puisque ce sont des Bourbons Parme, puisque la grand-mère donc de Henri, qui était donc la grande duchesse Charlotte, avait épousé Félix de Bourbon-Parme. Donc, en fait, les princes actuellement régnants au Luxembourg sont en fait des Bourbons-Parme et plus des Nassau. Donc, ce qui fait que Oui, pour les finalement, les Bourbons, auditeurs, il faut voilà. leur préciser que ces Bourbons-Parme descendent de Charles X. Hein, ils descendent de la fille Alors, ils descendent de Charles X par les femmes, par les effectivement, femmes. Oui. puisque, en fait, c'est la petite fille de Charles X qui avait épousé le grand-duc de Parme. Donc effectivement, ils descendent aussi de Charles X, mais ils descendent en ligne masculine de Louis XIV et de Philippe V d'Espagne. En fait, ce sont les Bourbons d'Espagne qui ensuite ont donné les branches Bourbon-Parme et Bourbon-Sicile. Voilà. Et donc, ce sont des Bourbons de la branche
installés en Espagne au début du XVIIIe siècle. Mais ce qui fait qu'il y a encore finalement sur les trônes d'Europe deux Bourbons, d'Espagne évidemment avec Philippe VI et puis donc avec aujourd'hui maintenant Guillaume qui va succéder à son père Henri dans quelques jours. Et alors, c'est une monarchie, ce grand-duché. Quels sont les pouvoirs du grand-duc? On voit sur les pouvoirs habituels d'un roi constitutionnel ou d'un souverain constitutionnel en Europe, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir essentiellement représentatif. En principe, il a l'initiative des lois, mais c'est son gouvernement qui en fait dirige les affaires et prend les décisions et propose éventuellement des lois. Lui a un rôle plus de symbole de la nation, surtout dans un petit pays comme ça. Je dirais que la famille régnante a vraiment un rôle de proximité. Hein. Je pense que tous les Luxembourgeois connaissent, sinon le grand-duc, du moins quelqu'un de la famille, parce qu'ils viennent très souvent dans les villages, dans les villes. Oui, il y a moins de 700 000 habitants voilà, au Grand-Duché de Luxembourg. Une grande proximité avec avec la famille régnante. Donc c'est vrai qu'ils ont un rôle, je dirais, plus peut-être plus proche, je sais pas comment on pourrait dire, pas d'un maire, pratiquement d'un maire d'une grande ville ou d'un député, quelque chose comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas un train de vie d'ailleurs, enfin qui ont une vie tout à fait je dirais assez simple, d'ailleurs comme la plupart, je pense, des souverains d'Europe. Je crois que la grande duchesse actuelle s'est quand même fait pas mal retoquer sur ses dépenses un petit peu excessives. Oui, mais enfin bon, ils ont une fortune personnelle aussi. Donc. D'accord. Et elle est d'origine cubaine. Voilà. Ils ont. Bon, c'est aussi très importante de la vie de famille, les enfants, voilà. Donc l'actuel grand-duc, enfin le nouveau grand-duc a déjà deux garçons, donc je dirais que la succession est assurée. Hein. Charles qui a maintenant 5 ans et puis François qui a 2 ans. Donc et puis il a des frères et sœurs, il a une sœur qui vient de se marier avec un Français d'ailleurs l'année dernière. Voilà. Donc c'est une grande famille qui s'agrandit, qui s'élargit encore davantage. Merci Philippe Delorme pour ce point que les auditeurs écouteront avec plaisir. Alors comme l'émission est préenregistrée, lorsqu'ils entendront la diffusion, l'abdication, puis je ne sais pas, la prestation de serment du nouveau grand-duc auront eu lieu. Mais je tenais à ce que vous nous expliquiez un peu la situation de ce grand-duché du Luxembourg, si proche de nous, à la fois par les aïeux communs de la famille de Bourbon et en même temps proche d'un point de vue géographique, puisque le Luxembourg est vraiment à notre frontière, même si je ne pense pas qu'on ait une frontière commune, mais en tout cas... avec du côté de la Lorraine. On a une frontière avec le Luxembourg ? On passe directement au Luxembourg, oui, absolument. Eh bien, donc nous avons une frontière commune avec le Luxembourg. Je croyais qu'il fallait passer par l'Allemagne ou la Belgique pour atteindre ce petit confetti qu'est le Luxembourg. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie et des Mardis de la Mémoire, Philippe Delorme, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé ? Parce qu'alors, ce livre, je dois dire aux auditeurs, est passionnant parce que au-delà de la personnalité de Léon XIV, cette enquête généalogique nous fait découvrir les méandres d'une enquête généalogique, hein, d'une personne dont on ne connaît pas nécessairement les ancêtres, justement, c'est pas un Bourbon, et donc ses aïeux sont pas nécessairement connus, et ça débouche finalement sur un panel sociologique que j'ai trouvé passionnant, qui nous mène dans plein de pays, qui nous raconte des histoires alors
le mot va vous paraître peut-être sot, mais des histoires vraies, de vraies personnes Oui. qui ont une vie qui peut nous paraître parfois incroyable, mais qui est la vie de Monsieur Tout le Monde, ou de Mister Tout le Monde, ou de Maestro Tout le Monde, parce que on va Il de s'ignore. voilà, où il signorait. On part de la Sicile, on est en France, on est en Bourgogne, en Normandie, et puis ensuite on va outre-Atlantique aux États-Unis. Voilà. Alors cette enquête généalogique, moi, ce qui m'a le plus sidéré au début, c'est que dès que sort le nom du nouveau pape, on a l'impression qu'il y a plein de petites fourmis derrière leur écran qui se mettent au travail. Ah oui, enfin, moi, si vous voulez, la généalogie, bon, je suis historien de formation, mais la généalogie a été un des éléments clés de ma formation, puisque la maîtrise, j'ai fait une maîtrise de démographie historique sur une paroisse du XVIIIe siècle, donc je dirais que la généalogie, l'usage des archives, des registres paroissiaux a toujours été vraiment un peu au centre de mes préoccupations. J'ai été d'ailleurs rédacteur en chef de Généalogie Magazine pendant un certain temps, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé, même si j'ai pas publié de livre proprement de généalogie avant celui-là. Il y a toujours beaucoup de généalogie dans mes biographies ou dans mes livres d'histoire. Donc c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que ce personnage qui était absolument inconnu du grand public quelques heures auparavant, dès que son nom est apparu donc sur le balcon de la place Saint-Pierre, eh bien tous les généalogistes amateurs ou professionnels du monde se sont rués sur les bases de données pour essayer de voir d'où il venait, parce il a un nom quand même qui est tout à fait étonnant. Il s'appelle Prévost, hein. Donc Prévost, c'est un nom a priori français. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'était pas particulièrement français, qu'il avait peut-être des origines normandes, mais que apparemment son grand-père était italien. Donc, pourquoi Prévost? Enfin, voilà. Donc, très, très vite, j'irais même dans les heures qui ont suivi, dans la nuit qui a suivi l'élection du pape, on a eu déjà des arbres généalogiques qui ont poussé sur les sites comme Généanet, par exemple, qui est le site français spécialiste de la généalogie individuelle. Et donc, on a, à partir de là, a eu très, très rapidement des éléments qu'il a fallu trier, vérifier, contrôler, évidemment, et qui donc m'ont donné tout de suite l'idée, je me suis dit très, très rapidement, là, il y a vraiment une mine à exploiter parce que euh, cet homme a une généalogie comme on aimerait tous en avoir, Oui, hein. oui, qui n'est pas C'est-à-dire qu'il banal. Mais a, ce qui est voilà, très, très amusant, c'est que la généalogie, bon, c'est bien, c'est passionnant, mais ça renvoie, on a besoin de savoir, et ça fait plaisir de savoir. Dans la préface à votre livre est signée de l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, et dans sa préface, il le dit bien dès lui-même. Archevêque de Rouen, à peine la nomination, donc l'élection, pardon, de Léon XIV annoncée, il reçoit un coup de fil de, je sais plus de quel diocèse, qui lui dit tout de suite, mais vous savez que il est normand, et donc on sent que tout le monde veut se le rattacher par l'intermédiaire d'un lien territorial, géographique, et alors que bon, après tout, c'est un homme, c'est un homme de Dieu qui normalement ne se rattache que sur bah, terre. lui-même connaissait pas vraiment sa généalogie. Alors Apparemment, voilà, vous le dites, vous le voilà, citez, mais on sent que ça a l'air de l'intéresser. ça l'intéressait, mais ce qui est étonnant, c'est que il savait à peine, oui, je crois avoir des origines françaises. Et je crois qu'il en avait parlé d'ailleurs à Monseigneur Lebrun déjà quand il l'avait rencontré à Rome pour je ne sais plus quelle conférence des évêques ou quelque chose comme ça. Donc il en avait parlé, puis il lui en a reparlé d'ailleurs parce que j'ai été en contact depuis avec le frère du pape à qui j'ai envoyé le livre et qui m'a dit Monseigneur Lebrun lorsqu'il a eu
le pèlerinage des jeunes, vous savez, cet été-là, Oui. eh bien, il a rencontré donc Léon XIV et ils ont parlé ensemble des origines. Ils ont parlé du livre d'ailleurs, je crois, ce qui me flatte beaucoup. Et puis ils ont parlé des origines françaises, donc du pape. Donc ça, c'est quelque chose qui l'intéresse, je crois. Je pense qu'il va venir en France d'ailleurs, puisque en fait, alors, on va peut-être creuser un petit peu ses origines françaises, mais disons Bien qu'il a, sûr. pour simplifier, un quart de ses ancêtres qui sont normands. Hein, donc c'est quand même beaucoup, et donc la Normandie est vraiment l'endroit, je pense, où il va venir peut-être en priorité pour reprendre racine Hmm. avec le pays de ses ancêtres. En Alors, tout cas, Monseigneur Lebrun l'a l'invité. invité, je crois, bien. Alors, votre livre Léon XIV de toutes les nations aux éditions France Empire, je dis tout de suite aux auditeurs de Radio Courtoisie, je leur rappelle pour ceux qui auraient pris en cours, ça n'est absolument pas une biographie de Léon XIV, c'est une enquête généalogique pour aller aux sources de ce que l'on peut connaître des ancêtres de Léon XIV. Et donc, on peut dire qu'il y a trois grands pôles. Un pôle évidemment américain, un pôle français et un pôle italien, c'est-à-dire sicilien. Et avant de rentrer dans chacun de ces grands pôles, je voudrais dire aux auditeurs qu'il y a aussi vraiment un intérêt historique sur ce qu'a pu être l'histoire de l'état civil, parce que votre enquête se fait exclusivement sur des documents, vous êtes historien, donc vous vous contentez pas Rien n'est inventé. Voilà, rien n'est inventé, et on s'aperçoit ce que beaucoup d'entre nous savent avec leur propre famille, des aléas, des orthographes, des noms de famille, Sûr, par oui. justement des greffiers, du personnel des services civils qui ont mal recopié. Et là, on voit qu'il y a la question de l'accent, hein, parce que Prévost, on prononce avec un « et », mais il n'y a pas d'accent sur le « e ». Pourquoi ? Cet accent, quand est-ce qu'il va disparaître ? On s'aperçoit qu'il y a même des prévôts qui se sont appelés le Prévost, puis l'article le, chez certains, va disparaître. Donc il y a toute une question concernant les services d'actes civils qui sont balbutiants au XVIIIe siècle et qui vont se mettre en place progressivement au cours du XIXe et du XXe siècle. Je dirais ce qui est le plus balbutiant finalement, c'est les choses les plus récentes, c'est l'état civil américain du XXe siècle qui était tout à fait baroque parce que en fait on pouvait déclarer à peu près ce que l'on voulait au moment d'une naissance. Donc on déclarait le nom qu'on voulait, pour la mère, pour le père, etc. Ce qui fait que, alors, je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer ça un petit peu simplement parce que l'affaire est quand même compliquée. Donc le pape actuel naît en 1955 à Chicago. Son père s'appelle donc Louis Marius Prévost. Il s'est battu dans l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale et sa mère Mildred Martinez. Alors, ce Louis Marius Prévost, en fait, on va s'apercevoir dans son acte de naissance, donc en 1920, qu'il est dit comme être le fils d'un certain Jean Santi Prévost et de Suzanne Louise Marie Fabre. Et on va voir que tout ça, c'est faux, en fait. Parce qu'en fait, les parents en question, eh bien, n'étaient pas mariés à l'époque. Et au contraire, le grand-père était même déjà marié avec une autre femme. Et là, on sort un petit peu des bonnes règles de conduite catholique. Hein, mais bon, là, pas plié pour rien. En tout cas, son grand-père, qui s'appelait donc en fait Rigitano, qui était un Italien, eh bien, pour déclarer cet enfant illégitime, en fait, a pris un nom d'emprunt. Et ça, c'était possible en Amérique parce qu'à l'époque, on ne vérifiait pas les états civils au moment des déclarations. Et ce nom d'emprunt, figurez-vous qu'il a pris le nom de la mère de son ami, de sa compagne, donc qui était française, qui s'appelait Suzanne Fontaine et dont la mère s'appelait Eugénie Prévost. Et donc cet Italien, Salvatore Giovanni Rigitano, va prendre comme nom, comme pseudonyme,
je dirais, le nom, le patronyme de sa belle-mère, enfin de sa belle-mère, la mère de sa compagne. Vous voyez, c'est assez compliqué comme histoire. Hein. Il fallait aller très loin pour comprendre, pour savoir pourquoi Prévost s'appelait Prévost. Mais je fais une petite parenthèse parce que ça ne sera pas dans votre enquête et dans vos découvertes la seule fois où vous allez vous apercevoir que un couple se marie après avoir eu déjà des enfants, régularise, on dirait, de nos jours, une vie maritale qui n'était pas ni civilement ni religieusement enfin, établie par un contrat ou par un mariage. Parfois parce qu'il y avait déjà une épouse ou parfois tout simplement parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et ça m'a rappelé, il se trouve que cet été, là en 2025, c'était à Aix-en-Provence l'année Cézanne, avec une grande exposition au musée Granet. Cézanne, c'est exactement la même chose. Il est né lui-même hors mariage. Ses parents se sont mariés après. Lui-même, il a un fils hors mariage dont il épousera la femme, mais plus tard. Et on s'aperçoit que dans ces milieux un peu de petite bourgeoisie, il y a quand même une crainte du père qui fait que très souvent on maintient une liaison sans être marié, qu'on cache. On cache même les enfants, et puis le jour où soit le père est mort, soit ça y est, on s'est suffisamment émancipé, alors on se marie. Et ça, même dans des familles catholiques, c'est... Mais je crois que là, en l'occurrence, c'est aussi l'idée, ce sont des immigrés aussi, ce sont des gens qui ont quitté leur pays. Donc le grand-père avait quitté la Sicile, hein, il était sicilien, il était professeur de langue romane, il enseignait l'italien, le français, etc. Donc c'était un homme assez instruit. Donc il est arrivé en 1903 aux États-Unis. Sa future épouse, donc Suzanne Fontaine, la grand-mère du pape, elle était du Havre, donc elle est arrivée un peu plus tard, en 1915, aux États-Unis. Et c'est des gens qui n'avaient plus d'attache finalement, enfin qui étaient un petit peu dans un nouveau monde. Ce qui explique peut-être aussi ces relations moins conventionnelles, peut-être qu'on pouvait avoir s'ils étaient restés en Italie ou en France. Et en même temps, on voit que ce sont des gens qui sont quand même restés très attachés à la religion catholique, puisque Gitano était italien, donc on sait la force de la religion en Italie, en particulier en Sicile. Mais du côté de Suzanne Fontaine, donc la française, hein, eh bien, elle va dans ces dernières années faire partie du tiers-ordre franciscain. Donc on voit qu'elle a, sinon dans son jeune temps, mais en tout cas en vieillissant, qu'elle a en tout cas renoué ou vraiment un engagement religieux assez fort, qui explique d'ailleurs probablement la trajectoire de son petit-fils. Donc alors, voilà, ce sont des destins qui sont compliqués, dont on reste un peu à la surface. Hein. Bien sûr. On a des actes d'état civil, on ne sait pas pourquoi, comment ils se sont rencontrés, dans quelles circonstances. On peut simplement retracer les grandes lignes de leur destin. Après, le détail, il faudrait creuser, et c'est probablement impossible de le faire. Alors, on va partir un peu en Sicile avec vous, Philippe Delorme, mais avec le grand-père et l'arrière-grand-père, donc cette ascendance paternelle du pape Léon XIV, à l'occasion de la publication de votre livre Léon XIV de toutes les nations aux éditions France Empire. Et j'ai choisi d'illustrer ce voyage en Sicile par la valse du Guépard, mais du Nouveau Guépard, la série sur Netflix. Et ce sera un petit hommage à Claudia Cardinal, même si elle, c'était le film de Visconti avec Alain Delon. Mais la nouvelle version, je ne sais pas si vous l'avez vue, est pas mal. Alors pour ceux qui connaissent le livre, elle est moins fidèle au livre, mais en fait, elle est fidèle aux appendices du livre, parce que vous savez qu'il y a plusieurs manuscrits. On sait que Lampedusa avait écrit d'autres choses qui peuvent laisser supposer qu'il y ait eu une vraie passion entre Tancredi et Concetta.
Et, Mhm. et donc, la série de Netflix est plutôt axée sur cette idylle avec une Angelica incarnée non pas par Claudia Cardinal, mais par la très jolie Deva Cassel, la fille de Vincent Cassel et de Monica Oui. Bellucci. Mhm. Et il y a une très très jolie musique que nous allons écouter. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez Les Mardis de la Mémoire. Je reçois Philippe Delorme et avec Philippe Delorme, nous partons dans une enquête généalogique des ascendants de Léon XIV. Philippe Delorme, historien, a publié chez France Empire Léon XIV de toutes les nations. Et là, nous étions envoûtés par cette magnifique valse du Guépard, qui est vraiment très belle. D'ailleurs, j'ai remarqué avec amusement que parmi les sœurs de la mère de Léon XIV, qui s'appelle Mildred, il y avait une Conchetta. Donc voilà. Oui, elle avait plusieurs sœurs, dont deux sont devenues religieuses d'ailleurs. Oui. Bon, ce qui explique aussi le parcours aussi de ce côté-là, puisqu'il y avait d'un côté une grand-mère qui était d'un tiers-ordre franciscain et deux tantes religieuses. Voilà. Oui, vous faites bien de montrer, c'est ça, ce sont des familles qui, même en partant, aux États-Unis, sont restées catholiques, ce qu'il faut quand même rappeler. Oui, c'est une religion minoritaire. C'est ça. Alors, il n'y avait que des ancêtres catholiques, puisque c'était des Français, des Italiens, et de l'autre côté, des gens venant de Louisiane, donc aussi des Français ou des Espagnols. Donc voilà, on avait... Alors l'ascendance sicilienne est donc une ascendance paternelle, puisque donc vous l'avez dit, le père de Léon XIV, Louis Prévost, bien que né à Chicago, était d'une famille sicilienne, Riggitano, une famille du côté de Messine. Et là encore, pour faire une référence cinématographique, on se plaît à imaginer, un peu comme dans Le Parrain, l'arrivée de ce Sicilien à Ellis Island, donnant son nom, faisant la queue comme l'ont fait les Corléonais, et donc face à Manhattan, commençant cette vie d'aventure tout de même. Extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'on retrouve tous ces registres d'immigration. On a le registre, on sait sur quel bateau il est arrivé, quel jour. Il est sur la liste et on dit d'où il vient. Et voilà, donc tout ça est quand même très très documenté. On peut le suivre assez clairement. De la même manière, Suzanne, donc la petite Normande qui arrive en 1915, eh bien, lorsqu'elle arrive à New York, elle va aller dans une sorte de home, de foyer pour jeunes filles françaises catholiques, solitaires, sans famille. Qui existait toujours, qui vient de fermer d'ailleurs, c'est il y a quelques années là, mais qui existait très longtemps. Donc voilà, on voit que on peut suivre leur parcours, qui sont des parcours des migrants effectivement classiques.
D'ailleurs, lui, Orangitano, écrit dans un journal de Milazzo. Il était originaire de Milazzo, un village à côté de Messine, et il écrit dans le journal de Milazzo ses premières impressions lorsqu'il arrive en Amérique, et c'est publié donc dans ce journal. J'ai reproduit l'article donc, dans le livre. Donc on a quand même des éléments qui permettent de suivre un petit peu les personnages. Alors, quelles sont les motivations pour ce Sicilien comme pour cette Normande du Havre, hein, l'un en 1903, l'autre en 1915. Quelles sont leurs motivations Alors, lui, pour quitter respectivement leur oui. pays? Alors lui, il dit qu'il a été malmené dans son pays, c'est-à-dire qu'il voulait faire une carrière dans l'administration. Je parie qu'il avait eu je dirais, des favoritismes. Enfin, il avait été défavorisé par rapport à d'autres personnes, et que, voyant qu'il n'avait plus de débouché véritablement de carrière dans son pays, bien, il a préféré partir chercher l'aventure en Amérique, où d'ailleurs étaient déjà plusieurs de ses sœurs. Une était mariée avec un coiffeur et l'autre avec un marchand de fruits. Donc, il va quand même retrouver un petit peu quelques personnages de sa famille là-bas. Hein, elle, par contre, on ne sait pas du tout. Hein. Apparemment, sa famille était désunie. Son père, qui était à l'origine boulanger ou pâtissier, apparemment a sombré, a fait faillite. Enfin, il y a eu beaucoup de déconvenus. Il va finir d'ailleurs comme pratiquement pas SDF, on disait pas ça à l'époque. Enfin, quelqu'un de vraiment très très pauvre, assisté social. Donc, je pense que face à la misère de sa famille, on s'est dit, ben voilà, je vais partir vers. Elle n'est pas très vieille, hein, elle a même pas 20 ans hein, quand elle part, et elle part toute seule avec 3 sous en poche. Enfin, c'est assez. On sait exactement la somme qu'elle a d'ailleurs lorsqu'elle arrive en Amérique, et c'est très peu, ça correspond à quelques centaines d'euros. Hein. Donc elle va vraiment à l'aventure. C'est des gens qui partaient comme ça, C'est ça. en quête d'une meilleure vie en général. Et moi, j'ai eu la chance l'été 2024 de visiter le musée d'Ellis Island. Oui. J'ai trouvé que c'était vraiment... d'abord, je trouve qu'il est très sympathique, ce musée, parce qu'il est resté dans son jus. On voit vraiment cette immense salle dans laquelle... ce gigantesque hall de gare, on pourrait dire, hein, par lequel tous ces hommes et ces femmes passaient, et ces enfants. Et le musée est complètement éloigné de nos muséographies actuelles, totalement déstructurées. C'est vraiment un musée à l'ancienne, et c'est très parlant et très émouvant historiquement de voir effectivement toutes ces personnes qui au 19e siècle et au début du 20e siècle ont choisi de quitter leur pays pour se rendre outre-Atlantique plein d'espoir. En tout cas, cette famille qui constitue donc les ancêtres du pape Léon XIV y ont fait souche et y sont restés. Et quand on voit le père donc de Léon XIV, Louis Prévost, c'est un homme qui a fait une carrière très honorable, hein, vous l'avez dit, il était lieutenant dans l'US Navy, il a participé au débarquement puisqu'il était à Omaha Beach, il est devenu capitaine, il a participé au débarquement de Provence et il a fini une carrière comme professeur. Oui, même directeur d'école, enfin il a un rôle vraiment... Mais le grand-père était déjà professeur, en fait. Hein, le Meditano, il vient de Sicile, mais c'est pas non plus quelqu'un d'un analphabète. Ah bah, d'ailleurs, c'est quelqu'un de cultivé, qui est professeur, qui donne des leçons de langue romane, comme il dit, donc à la fois de français, l'italien, l'espagnol. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine surface culturelle, intellectuelle. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, vous dites à un moment dans votre ouvrage, puis en étudiant tous ces différents contrats de mariage, tous ces actes civils dont vous faites la recension dans cette enquête généalogique, la première fois qu'apparaît une signature véritable, écrite avec un nom, c'est dans les ancêtres de Léon XIV, c'est en 1785. Avant, ce sont
sont des croix, donc Oui, quand c'est même. un peu le cas de Bien sûr, oui, mais ça montre tout de même une oui. famille qui, dès la fin du XVIIIe siècle, sait lire et écrire et sait Oui. Alors, signer. c'était des familles, les Prévost, ils étaient dans la région du Pays de Caux, là, c'est vers entre Dieppe et Honfleur, là, pas Honfleur, Dieppe et Étretat, vous voyez, dans cette Mhm, région-là mhm. allemande, où on cultivait beaucoup le lin, donc c'était des régions relativement riches, où il y avait déjà un artisanat développé, etc. Donc c'est des gens quand même relativement pauvres, enfin, sont des ouvriers, des artisans, mais qui avaient sans doute déjà, oui, une certaine. Vous savez, l'Ancien Régime n'était pas les Français de la fin de l'Ancien Régime étaient quand même généralement alphabétisés. On a Bien quand sûr. même peu, surtout dans des régions comme ça, aussi riches que la Normandie, l'Île-de-France, où on avait beaucoup de gens savaient, je sais pas quel était le pourcentage, mais beaucoup de gens savaient au moins lire et écrire, et signer leur nom sans problème. Mais de ce côté, du côté normand, là, c'était vraiment des gens quand même c'était des gens du peuple. Hein. C'est plutôt Gitano qui lui sort un petit peu effectivement du lot. Que En tout cas, son s'il père n'avait pas, était huissier de la municipalité de Milazzo, donc c'était un petit notable en fait, un c'est ça, petit oui. notable local. Mais vous dites, s'il n'avait pas changé son nom, le pape Léon XIV ne s'appellerait pas Prévost, mais s'appellerait Rigitano. Et voilà. Et donc, on retombe sur des Italiens parce qu'on nous dit, voilà, les papes ne sont plus italiens. C'est vrai qu'on a eu deux papes qui étaient pas italiens du tout, c'est-à-dire on a eu Jean-Paul II qui était polonais et puis Benoît XVI qui était allemand. Mais le dernier, François, il était quand même italien. Même s'il était né en Amérique du Sud, il était de parents italiens. Et puis là, on a quand même un pape qui est Oui. un quart italien quand même au moins. Donc voilà, on retombe un peu dans, dans la curie romaine, un peu, avec ce pape, on retrouve des ancêtres italiens, mais ce qui est sympathique pour nous, c'est qu'il a beaucoup d'ancêtres français. Oui. Alors, Pratiquement la moitié de ses ancêtres sont français. c'est ça. Alors, ce Léon XIV, dans votre ouvrage Léon XIV de toutes les nations aux éditions France Empire, il a une famille maternelle à laquelle vous vous intéressez Oui, également. Sa mère, Mildred Martinez, née aussi à Chicago. Donc, la 6e fille d'une famille de filles, avec, vous l'avez dit, oui, 2 sœurs religieuses. Une oui, femme aussi très instruite, hein, qui fait des études supérieures, qui devient bibliothécaire. Donc, oui. on a plutôt dans l'ascendance immédiate du pape Léon XIV des intellectuels, hein, des Oui, mais des littéraires. intellectuels relativement, enfin, je dirais, pas des gens très riches, enfin, des gens Mhm. qui effectivement sont professeurs ou et elle s'occupe beaucoup aussi de choses d'affaires de la paroisse aussi. Enfin, elle est très impliquée dans les associations, dans les charitables, parents d'élèves, activités culturelles. Enfin, elle est fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Non, je dirais c'est la moyenne bourgeoisie. Ils vivent d'ailleurs dans un quartier de Chicago qui est assez pauvre, qui est très coloré aujourd'hui, j'y dirais, avec une population très noire. Hein. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, on va peut-être en parler, c'est que parmi les ancêtres donc de Léon XIV, il y a des personnes venant d'Afrique, enfin d'anciens esclaves. Et donc c'est pour la première fois, je crois, dans l'histoire du catholicisme qu'un pape ait du sang africain dans les veines. C'est Oui, parce qu'ils ont des assez étonnant. origines haïtiennes également. Voilà. Alors haïtienne, mais aussi surtout louisianaise, parce qu'en fait Mildred Martinez, ses parents venaient de la Nouvelle-Orléans. Euh, et donc, à l'année, en fait, si vous voulez, à la Nouvelle-Orléans, c'est un peu compliqué aux États-Unis parce qu'il suffit, il y a le one drop rule, c'est-à-dire la loi d'une seule goutte. Hein. Il suffit d'avoir une seule goutte de sang noir, pour autant que ça signifie quelque chose d'avoir une goutte de sang noir d'ailleurs, mais pour être considéré comme noir aux États-Unis, si vous n'êtes pas blanc à 100%, vous êtes noir. Hein. Et donc, effectivement, parmi ses ancêtres, il y avait des Africains, des esclaves ou des affranchis ensuite.
des mulâtres, carterons. Enfin, vous voyez, on retrouve tous ces termes qui dans les actes d'état civil. Et donc, lorsqu'ils Mal étaient à la employé par le Nouvelle-Orléans, général de Gaulle. Rappelez-vous oui, qu'il avait carteron, employé mais son... dans un autre sens. Non, là, c'est carteron au sens un quart Bien sûr, mais dans son vrai un sens, grand prénom. Philippe. Voilà. C'est le Pardon. vrai sens. Oui, oui, non, mais De Gaulle s'était trompé. Il a C'est voulu dire ça, quatuor exactement. mais ça faisait bien, ça rendait bien carteron de généraux. Ah bah, c'est passé dans l'histoire d'ailleurs. Mais donc à la Nouvelle-Orléans, ses arrière-grands-parents, non, ses grands-parents tout simplement, étaient considérés comme gens de couleur, hein, parce qu'il suffisait qu'ils aient vaguement des ancêtres noirs. Alors quand ils sont venus à Chicago, en fait, ça leur a permis finalement de devenir blanc, si on peut dire, ce qui est un peu étonnant, mais faut se replacer aussi dans les États-Unis du XXe siècle avec la ségrégation, tout ce racisme qui était encore plus ou moins latent. Donc en arrivant à Chicago, finalement, étant donné qu'ils avaient une apparence tout à fait européenne, même s'ils avaient quelques ancêtres noirs très très loin, ça leur a permis d'être... parce que sur les recensements, on était indiqué noir, blanc ou métis. Hein. Il y avait une, vraiment une classification, je dirais, ethnique qui apparaissait. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que quand ils étaient à la Nouvelle-Orléans, on les classait comme noirs ou métis. Et quand ils sont arrivés à Chicago, eh bien, ils étaient classés comme blancs, tout simplement. Donc, voilà, enfin, c'est pour montrer un peu l'incohérence et la stupidité d'ailleurs de ce genre de classement. Et donc, effectivement, à la Nouvelle-Orléans, là, on va retomber avec, donc, du côté maternel, du côté de Mildred Martinez, sur toute une lignée, toutes sortes de lignées à la fois françaises, puisque on se souvient que la Nouvelle-Orléans, Louisiane, était française jusqu'à ce que Napoléon la vende en 1803 aux États-Unis. Donc, on a beaucoup d'ancêtres français, on a des ancêtres espagnols, parce qu'à un certain moment, elle a été aussi espagnole. Et donc, on a des ancêtres haïtiens, des ancêtres donc venant de France, de différentes régions de France, de la Guadeloupe aussi. Enfin, on a vraiment une généalogie de Marseille, du Var, des Pyrénées, des Pyrénées Atlantiques, enfin voilà, du Béarn. Donc, on a une palette d'ancêtres assez extraordinaire. Voilà, et le plus extraordinaire, ouais, oui. Non, allez-y, je voulais juste dire que cette Oui, palette non, le plus d'ancêtres... extraordinaire, c'est que Martinez, donc la mère s'appelait Mildred Martinez, donc on peut penser que Martinez, c'était un ancêtre espagnol. Or, lorsqu'on remonte sa généalogie, on se rend compte que cet ancêtre, il s'appelait pas Martinez, enfin, on l'avait rebaptisé Martinez, puisque à ce moment-là, la Louisiane était espagnole, mais en fait, il s'appelait Jacob Martin, et il était originaire de Prague. Donc, vous voyez, on a encore une autre, voilà, une autre branche qui vient de Bohême, donc au XVIIIe siècle, avec ce Jacob Martin qui devient Giacomo Martinez ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une généalogie à surprise, enfin comme il y en a peu. Bien sûr, et comme vous le dites dans votre prologue, je crois, l'arbre généalogique que vous présentez ne manque pas de diversité. Ces branches nous conduisent des États-Unis en Normandie, en Sicile, à Marseille, dans les Pyrénées, le Var et à Monaco, à Paris, dans la Somme, dans l'Indre, en Allemagne, en Tchéquie, en Louisiane, à Haïti, à Cuba et en Guadeloupe. Donc bien heureux Léon XIV. Je ne sais pas si un jour il sera saint, mais pour l'instant, en tout cas, bien heureux est-il d'avoir toutes ces petites fourmis, vous citez plein de sites et de forums, qui ont travaillé à l'aube de son élection pour l'aider à cette identification historique qui, je pense, pour lui, doit être très sympathique de pouvoir se relier comme ça à tous ses ancêtres. C'est la richesse du catholicisme qui est universelle, et je trouve que... Là, oui, mais de toutes les nations. Pour le coup, le titre est valable parce qu'il a vraiment... enfin, je veux dire, il a une généalogie
tout à fait international. Et alors, d'ailleurs, son frère à qui j'ai envoyé le livre, qui habite toujours à Chicago, m'a répondu très gentiment. Et il était lui-même tout à fait estomaqué de de ces découvertes, parce que évidemment, eux, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils n'y connaissaient absolument rien à leurs origines. Enfin, Bien c'est vraiment sûr. quelque chose qui... Oui, oui. Bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, on est moins proche peut-être des archives, etc., pour creuser, mais ils ne savaient rien du tout. Et alors, ils lisent le français ou votre livre a été traduit en Ah non, Amérique? le livre est en français, mais il lit un peu le français. Le pape, lui, lit assez bien le français, il le parle assez correctement. D'ailleurs, il a fait déjà plusieurs discours en français. Son frère m'a dit, je le lis suffisamment pour comprendre ce que vous avez écrit, mais je préférerais qu'il soit en anglais. Mais là, je cherche un éditeur et je lance un appel, peut-être qu'il y a la possibilité de trouver un éditeur, et aussi un éditeur en Italie, parce que je pense que ça intéresserait beaucoup Bien sûr. le lectorat italien. Eh bien, écoutez, voilà, on va lancer cet appel. Voilà. Un éditeur en langue anglaise et un éditeur en langue italienne. Merci beaucoup, Philippe Delorme, de cette grande Merci. promenade généalogique. Votre livre Léon XIV de toutes les nations aux éditions France Empire nous a passionnés. Chers auditeurs de Radio Courtoisie et des Mardis de la Mémoire, à mardi prochain. Au revoir. Vous venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin. Émission préenregistrée le 30 septembre 2025 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 28 octobre de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.